Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fanny Malheur. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir proposé d'intervenir. Sur la recommandation d'Aurore Emmanuelle Rubio que je remercie. Racontez-moi Fanny, comment et pourquoi est-ce que vous êtes devenue avocate ? Alors, c'est par hasard. J'ai choisi de rejoindre l'université de droit de Toulouse après le lycée parce que je savais pas tellement quoi faire. J'aimais plein de choses et j'arrivais pas à me décider. Donc, il fallait bien que je me décide à faire quelque chose. Donc, j'ai choisi le droit. Et ensuite, j'ai suivi les années les unes après les autres sans tellement me poser de questions parce que j'avais pas de projet particulier. Simplement, je pense que j'ai été émerveillée par certains cours, certains professeurs qui m'ont plus dirigée vers le droit public. Du coup, je pensais pas qu'on pouvait vraiment être avocat en droit public. J'avais personne dans mon entourage qui était avocat. Dans mon entourage proche, encore moins en droit public. Donc voilà, je savais pas que c'était une option possible. Et en avançant, j'ai voulu faire des stages, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était possible de faire comme stage et j'ai découvert que il y avait des cabinets qui proposaient des départements de droit public. Alors j'ai vu ça à Paris, j'avais à l'époque pas vu ça tellement à Toulouse et donc je suis toulousaine, je suis venue faire des stages en cabinet d'avocat très tôt à Paris. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, avocat en droit public, c'était un métier. Et c'est comme ça que j'ai continué mes études et que j'ai fait en sorte de devenir avocat dans ce secteur. Ouais. Et justement, ces stages, ces premiers stages, donc en plus, vous êtes partie de Toulouse, d'où vous venez pour les suivre. Ces premiers stages à Paris, comment se sont-ils passés ? Alors, j'étais jeune parce que mon premier stage, c'était en licence. Donc, j'avais 3 ans de droit derrière moi. Donc, je ne savais rien faire. C'était un stage d'été dans le cabinet à l'époque Hugues Lepage. Donc j'avais fait du droit public, du droit de l'environnement. J'ai du mal à me revoir à l'époque. Je pense que si je me revois travailler, faire des recherches, je sais qu'on m'avait confié quelques projets d'écriture, mais je pense que c'était tout à fait vain. En tout cas, ça m'occupait beaucoup. Et ça m'a fait en fait comprendre comment était appliqué le droit concrètement, ce qu'on voit pas du tout à la fac évidemment, et qui m'a confortée dans ce souhait d'avancer dans cette direction. Mais donc oui, ce premier stage en tout cas, c'est il y a très longtemps maintenant, mais j'étais très jeune, je pense, et d'ailleurs aujourd'hui on a toujours des stagiaires dans nos équipes. Alors, habituellement, on prend des stagiaires à partir de master 2, voire même école d'avocat, précisément parce que c'est à partir de ce moment-là que les personnes commencent à un peu appliquer le droit, à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment été très sympas de me prendre à cette époque. Et pourtant, j'avais aucune recommandation particulière. C'était simplement, j'avais contacté ce cabinet qui m'avait prise. Donc, ils étaient ouverts, je sais pas. En tout cas, ils ont été très sympas de me prendre à cette époque parce que vraiment, c'est assez rare de prendre des étudiants si jeunes. Et donc ça a été votre premier stage et il y en a eu d'autres par la suite ? Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres à la fois en cabinet et en entreprise, et surtout aux États-Unis parce que j'étais à la fois, j'étais très attirée par avoir une activité internationale et j'avais du mal à voir comment je pouvais faire ça en étant avocate de droit français. Et donc très vite, j'ai eu ce tiraillement de comment arriver à donner une coloration un peu plus internationale à mon profil qui était franco-français, qui était en plus fac de Toulouse. Donc voilà, très peu international. Donc j'ai réussi à décrocher un stage à Washington dans un cabinet d'avocats qui faisait du droit de l'énergie, du droit de l'environnement. Comment vous avez réussi à faire ça ? Comment vous y êtes prise ? Des centaines de candidatures.
Beaucoup de candidatures. Je pense que ça a été beaucoup de chance, mais je m'y suis prise en avance. Alors, il se trouve, je pense qu'il y a quelque chose qui avait peut-être quand même un peu aidé, c'est que j'ai une partie de ma famille qui est aux États-Unis, et donc j'avais eu l'occasion plus jeune, vraiment mes je sais pas, à 18, 19 ans, d'aller faire des petits boulots, mais pas du tout à Washington, à New York. Et donc, j'avais déjà quand même eu des expériences à l'étranger, donc j'arrivais pas totalement vierge de toute expérience aux États-Unis, donc peut-être que ça a joué. Et puis après, c'était des stages non rémunérés. Enfin, ça demandait un investissement personnel financier, c'est-à-dire que je devais tout payer sur place. Voilà, donc c'était encore une fois des gens qui avaient un bureau à occuper, qui étaient sympas de me prendre, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez, comme vous dites, vous aviez une formation en droit local, vous aviez, enfin en droit français, vous venez de la fac de Toulouse, vous n'avez pas fait de LLM ou quoi que ce soit à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on vous a confié en fait comme mission dans ce cabinet en plus du droit public américain, et d'ailleurs est-ce que c'est différent le droit public aux États-Unis qu'en France, enfin vous voyez, j'ai toutes ces questions qui se mélangent. Alors c'était encore une fois, c'est des stages finalement assez d'observation, pas de droit public du tout, c'était droit de l'environnement, droit de l'énergie. Et j'intervenais avec un avocat qui faisait finalement beaucoup de droit de l'énergie et qui était sur des projets de pipeline entre États américains, donc des acquisitions de ce type d'actifs, avec pas mal de problématiques de régulation, donc la tarification de l'accès à ces pipelines, etc. On me confiait des petites choses, parce que je crois qu'à cette époque-là, je devais être en master 1, enfin en maîtrise en master 1. Donc c'était des petites recherches, c'était se familiariser déjà avec les outils de recherche américains qui étaient pas du tout les mêmes c'est pas du tout la même façon que de fonctionner en France. Et je pense que c'était beaucoup de bienveillance en fait d'avocats qui trouvaient ça sympa d'avoir une petite étudiante française et qui m'amener à leurs auditions à l'autorité de régulation compétente, me faisait participer à des déjeuners avec des clients. Enfin voilà, et puis à Washington en plus il y a une énorme activité de lobbying, donc j'assistais pas mal à des cocktails. Enfin voilà. Donc j'ai eu de la chance, je pense, d'une petite équipe qui a accepté de me prendre sous son aile pendant un été et me faire découvrir ce que ça pouvait être le métier d'avocat aux États-Unis. Ouais. Et vous y êtes retournée aux États-Unis ? Alors, j'y suis retournée, mais pas pour travailler, et j'ai pas fait de LLM, parce que vous en parliez juste avant. J'ai pas du tout fait d'études aux États-Unis. J'y suis retournée pour mon les plaisir. vacances. Ouais. D'accord. Et donc après ça, vos autres expériences, vous avez poursuivi plutôt en droit public des affaires en France ? Oui. Exactement. Ouais. Et donc pour le coup, droit public des affaires, mais je voulais. Donc c'est le moment où je suis après arrivée à Paris pour finir mes études, et j'étais pour le coup très intéressée par les structures anglo-saxonnes qui permettaient justement de mêler droit public français avec un environnement plus international. Et donc je suis arrivée à Paris pour faire mon master 2, mais j'ai fait des premiers vrais stages, ce que j'appellerais des vrais stages où on travaille vraiment beaucoup sur des questions difficiles, dans des conditions de travail qui se rapprochent de celles que connaissent les avocats, avec des premiers stages chez Linklaters, et puis après j'ai continué mes stages sur cette lancée chez Gibson Dunn, et puis après j'ai rejoint Linklaters en collaboration une fois que j'étais avocat. Donc, j'imagine que si vous avez rejoint Linklaters comme collaboratrice après y avoir été stagiaire, c'est que vous êtes plus dans cette équipe ? Oui, je m'y étais plus, et en même temps je m'y étais plus. C'était un stage que j'avais fait de master 2 qui avait duré 3 mois. Ça avait été violent parce que je découvrais vraiment ce que c'était un stage, c'est-à-dire que ce que je disais avant, c'est que les stages que j'avais fait, c'était des stages de bisounours, observation de gens très bienveillants qui voulaient, qui avaient une place et qui me l'avaient proposé. Là, Linklater, c'était un vrai stage. J'avais beaucoup travaillé. Je découvrais ce que c'était un rythme d'avocat d'affaires, les questions, la complexité des questions qui étaient soumises aux avocats.
le degré d'urgence associé à ces questions. Et en même temps, donc voilà, j'avais trouvé ça violent sur tous ces aspects parce que c'était très nouveau et en même temps très excitant, extrêmement intéressant. Et j'avais eu un sentiment d'avoir gagné en compétences en l'espace de 3 mois que j'avais jamais ressenti avant. Et donc j'avais gardé ce cabinet en tête pour une collaboration parce que, au-delà de l'équipe, j'avais vraiment senti que j'avais gagné en compétences et je m'étais dit que commencer par une formation aussi riche ne pouvait être que bénéfique. Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une offre de collaboration chez eux que j'ai du coup accepté volontiers. Et comment s'est passé justement ce début de collaboration, enfin ce début d'exercice professionnel au sein de cette équipe? J'en garde un très bon souvenir. Quand je suis arrivée chez eux, l'équipe, il y avait pas mal de mouvements, donc l'équipe était assez resserrée autour de Paul Lignières. Que j'ai interviewé au tout début du podcast. C'était mon 14e épisode, je crois. Ok. Ouais, j'étais encore une bébé intervieweuse, donc on entend beaucoup mon intimidation dans ma voix. D'accord. Du coup, oui, effectivement, c'était l'équipe qu'il encadrait. Ça s'est très bien passé. Je suis arrivée à une période où il y avait des dossiers extrêmement intéressants avec l'ouverture du capital de la Poste, le rapprochement entre Transdev et Veolia. Enfin voilà, donc il y avait vraiment des super sujets. J'en garde un très bon souvenir, dur évidemment parce que on apprend tout. Et quand vous dites on apprend tout, vous pensez à quoi ? C'est plein de choses. Déjà il y a un rythme auquel j'étais quand même familiarisée avec mes stages que j'avais pu faire chez Linklaters et après chez Gibson Dunn. Hein, mais c'est un rythme qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que quand on est stagiaire, on se dit bon allez, j'en ai pour 6 mois et puis après on souffle. Là on commence à travailler. Il y en a pour jusqu'à la retraite finalement. Donc on n'a pas tellement de respiration on n'a pas tellement de points de points comme ça butoirs où on se dit c'est bon, je vais pouvoir souffler un peu. Donc déjà il y a ce rythme là où il faut arriver à tenir le coup parce que ça peut être de gros horaires sur de longues périodes vraiment sans pause, semaine, week-end, soirée, voilà. Il y a arriver à interagir avec plusieurs équipes quand on est stagiaire dans ce type de cabinet. Donc encore une fois, c'est des cabinets. Linklaters, c'est un cabinet full service, donc il y a plusieurs équipes. Quand on est stagiaire, habituellement, on travaille avec son équipe. Quand on devient collaborateur, on travaille avec plusieurs personnes. Donc ça arrive au sein du cabinet, donc ça arrive à se positionner, à comprendre qui fait quoi. Et puis c'est arriver à gérer plusieurs demandes en même temps, des degrés d'urgence. Même si on n'est pas lâché dans une arène de suite et qu'on est très protégé par les plus seniors et les associés, mais il y a quand même une montée en puissance par rapport à un stagiaire, quoi. Vous avez eu l'impression que ça vous a pris combien de temps avant d'être plus à l'aise avec, au-delà de la technicité de la matière, vraiment tous ces à côté qu'on découvre et qui font aussi partie de l'apprentissage de la vie professionnelle ? Je dirais au moins 2-3 ans. Ouais, quand même. Je trouve et surtout chez Linklaters, et c'est pas le cas de tous les cabinets, et d'ailleurs je sais pas s'ils le font toujours, mais il y avait un mécanisme qui était très chouette, qui était de faire un mécanisme qu'on appelle le site. On commençait 6 mois dans son département de rattachement, donc droit public, et on faisait 6 mois dans un autre département du cabinet, qui n'a rien à voir. Donc moi, par exemple, j'avais été amenée à travailler 6 mois au sein du département contentieux, donc contentieux commercial et pénal des affaires, donc rien à voir avec ce que je savais faire. Et donc on se remet en danger à ce moment-là. Donc c'est pour ça, je pense que c'est peut-être un peu long, mais oui, je dirais 2-3 ans avant de se sentir un peu à l'aise sur comment fonctionne le cabinet, quelle est sa place, etc. Ouais. C'est Anne-Sophie Nourry qui est maintenant chez Ruel Gottschall, que j'avais interviewé aussi, qui en fait justement ce détachement dans une autre équipe avait fait pour elle, avait été l'occasion pour elle de découvrir le restructuring, le droit des entreprises en difficulté, et en fait suite à ça elle a changé de spécialité. Elle est passée du droit des affaires corporate M&A vers
vers le restructuring. Je me souviens de cette interview. Enfin, j'avais complètement oublié, mais là, pendant que vous me le dites, je m'en souviens. Et donc, ça m'amène à vous demander, vous, comment est-ce que vous aviez vécu ce détachement dans une équipe, en plus, on ne peut plus privatiste, j'ai envie de dire. Ouais. Ben justement, très bien. Et alors, bon, j'étais pas allée jusqu'à me dire que j'allais changer de pratique parce que c'était quand même vraiment très éloigné de ce que je savais faire et dont je me sentais pas du tout légitime. Mais j'avais trouvé ça vraiment très bien et surtout, ça m'a confrontée. Enfin, ça m'a permis de travailler sur des dossiers contentieux, ce qu'on faisait très peu dans l'équipe de droit public chez Linklaters. Il y a très peu de contentieux. Et ce que j'avais finalement assez peu fait dans mes stages, les équipes dans lesquelles j'avais travaillé, c'était beaucoup de conseils. Et donc là, c'est la première fois que je voyais vraiment du contentieux, à la fois en commercial et en pénal des affaires, avec des avocats vraiment qui se battent, qui trouvent des arguments, qui arrivent à retourner. Enfin, je me souviens, on avait dû éplucher des pièces en droit pénal et puis on avait l'impression que la situation était totalement dramatique pour le client et que c'était perdu pour lui. Et on avait l'associé qui nous avait passé un savon parce qu'on n'arrivait pas à prendre de la hauteur et à justement trouver les arguments pour notre client. Et lui nous avait fait toute une liste de points, et qui effectivement, une fois qu'on l'écoutait, on se dit bah oui, c'est bon, notre client est sauvé. Et ça, c'est quand même assez dingue parce que c'est un prisme, vraiment un déclic à avoir. Et ça, j'en garde je m'en souviens souvent parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de contentieux. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris. Et donc, quand j'étais dans leur équipe, je me suis jamais dit que j'allais vouloir y rester. Par contre, j'ai vraiment senti que ça m'avait apporté beaucoup de choses positives. Encore aujourd'hui, j'y fais encore référence aujourd'hui, quoi. Ouais. Et donc vous avez fait ce détachement dans l'équipe contentieux commercial et votre collaboration, elle a duré combien de temps dans cette équipe? C'était 7 mois. 7 mois? Ouais, donc c'est court. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui a justifié votre départ? Enfin, pourquoi est-ce que vous avez quitté Ah non, pardon, votre collaboration dans l'équipe contentieux commercial, mais en droit public, ouais, au global. Ah, pardon, droit public, chez Linklaters, j'y suis restée 7 ans et demi, je crois. Ouais. Et comment est-ce que vous avez évolué en interne chez eux? Comment vous avez vécu votre évolution chez eux et est-ce qu'il y a comment est-ce que vous avez évolué chez eux? Alors, c'est le parcours classique, qui est ponctué d'espèces d'évolution de titres, mais bon, qui finalement suit juste un parcours normal. On commence, on est junior, puis middle, puis senior. Je suis partie à un stade. Alors, ils donnaient un titre qui s'intitulait, je sais pas si c'est toujours le cas, Managing Associate, où on était, parce qu'on encadrait peut-être un peu plus les plus juniors. J'étais à un stade où j'étais effectivement beaucoup plus à l'aise sur les dossiers, beaucoup plus mise en avant, beaucoup plus autonome sur certains sujets. Après, c'est des équipes dans lesquelles, l'évolution, elle est, comment dirais-je, elle est pas, elle est pas sans fin. Les équipes de droit public dans ce type de cabinet sont quand même assez resserrées autour d'un associé. Et donc je travaillais auprès de Paul Linière de manière très rapprochée, mais voilà, je suis. Vous avez pas, je sais pas, vous avez pas développé une sous-spécialité dans le droit public par rapport dans le cadre de l'équipe, je sais pas, c'est vraiment une question ouverte, hein, mais. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. En réalité, notre équipe, elle était intégrée à un département plus large, qui s'appelle financement de projet. Les équipes de droit public dans ce type de cabinet sont souvent rattachées soit à l'équipe corporate, soit au financement de projet. Donc là, c'était un rattachement au financement de projet. Et donc, on travaillait énormément avec l'équipe financement de projet sur pas mal de sujets. Il n'y avait pas tellement comment dire, en tout cas, ou alors je l'ai pas vu, hein, mais ça se présente. Comment dire, il n'y avait pas tellement d'opportunités de
de faire une sous-spécialité en droit public au sein de ce cabinet, vu la typologie de clients, vu la typologie de dossiers. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans d'autres structures. Et typiquement, la structure dans laquelle je suis aujourd'hui, ça serait je pense, beaucoup plus adapté. Oui. Et donc, au bout de 7 ans et demi, vous quittez Linklaters. Qu'est-ce qui a motivé cette séparation ? Principalement l'envie de me mettre davantage en risque. Je me sentais très à l'aise chez Linklaters. Je faisais un peu, alors c'est pas toujours les mêmes choses parce que les dossiers changent, il y a toujours des spécificités, ils posent toujours des questions très complexes, donc il n'y avait pas d'ennui tellement intellectuel, mais j'avais le sentiment de pas exploiter tout ce que j'avais envie d'exploiter, notamment le contentieux. On faisait très peu de contentieux. Et je trouvais ça dommage. Il y avait l'aspect aussi gestion de clientèle, c'est-à-dire que les dossiers sur lesquels on intervenait, c'était souvent des très gros dossiers sur lesquels on intervenait sur des petites questions, sur une partie d'un audit, une partie d'une transaction. Et j'avais vraiment envie d'avoir plus de prise avec les clients, ce qui était pas tellement possible dans la configuration dans laquelle j'étais. Et puis, je voyais pas tellement d'évolution à court terme au sein de Linklaters, c'est-à-dire que l'associé était en place, il n'avait pas de raison de partir, et je voyais pas de promotion possible, voilà. Donc, tout ça mis bout à bout fait que il se trouve que j'ai été chassée à ce moment-là et que j'ai eu un bon feeling avec l'équipe de Magenta, qui proposait un projet beaucoup plus entrepreneurial. Et qui m'a plu. Voilà, et donc c'est comme ça que je me suis décidée à quitter un cocon qui était vraiment très confortable. À Linklaters, j'y étais bien, mais voilà, j'ai eu envie à ce moment-là de me mettre un peu plus en danger, ce que j'ai fait. Ouais. Et donc vous intégrez Magenta. Oui. Quel type de structure est-ce que c'était à cette époque, Magenta ? Alors c'était un cabinet qui comptait 2 associés, qui étaient les 2 associés fondateurs, qui étaient tous les 2 des personnes qui spécialisées en droit de la concurrence et qui intervenaient beaucoup sur les secteurs régulés, de l'énergie, transport, télécom. Enfin, c'est toujours le cas. Et c'était une structure avec, je sais pas, peut-être 8 avocats à l'époque. Quand je suis arrivée, j'ai donc été recrutée en même temps qu'une autre personne, elle, en droit de la concurrence, et pour un peu plus structurer le cabinet, justement, et avoir un degré de seniorité un peu plus élevé. Et l'idée, donc, c'était que je structure une pratique droit public dans ce cabinet qui n'en comportait pas. C'est vraiment une boutique initialement dédiée au droit de la concurrence, mais les clients de ce cabinet avaient de plus en plus de questions en droit public, du fait qu'ils intervenaient beaucoup sur les secteurs régulés. Et donc, ça paraissait cohérent d'avoir cette compétence qui s'ajoute à celle des associés en place. Donc, c'est comme ça que je les ai rejoints. Et comment est-ce que vous vous êtes intégré justement donc un cabinet qui intervient dans des secteurs où effectivement votre expertise est recherchée et vient en complémentarité avec celle des avocats en place. Mais vous arrivez donc senior pour structurer une pratique. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous vous y êtes prise? Ouais. Alors, cette intégration dans ce cabinet. Alors tout ça s'est fait un peu. Rien n'avait été théorisé, donc tout ça s'est fait un peu au fil de l'eau. Je vous fais faire une méditation sur je vous fais connecter les points de ce que vous avez fait spontanément. Non, mais c'est très intéressant, probablement de manière chaotique. Ça me force à me replonger sur les principales étapes, mais. Non, mais en réalité, donc ils avaient déjà une pratique en droit public au sein du cabinet de par les questions que leur posaient les clients. Simplement, ils n'avaient pas, les associés n'étaient pas spécialisés en droit public. Ils avaient cependant des collaborateurs, des avocats au sein de l'équipe qui faisaient du droit public et du droit de la régulation. Donc, il y avait déjà une compétence au sein du cabinet. Et donc, l'idée, c'était que je vienne et que j'ajoute la mienne et qu'on essaie de construire quelque chose un peu plus cohérent sur ces sujets, et surtout de compléter l'offre parce qu'il y avait une offre réglementaire. L'idée, c'est que je puisse aussi intervenir sur tout ce qui était contrat public ou de manière plus large droit public des affaires.
et donc j'ai travaillé, je les ai rejoints, j'ai travaillé sur les dossiers qu'ils avaient avec les collaborateurs qui faisaient du droit public à l'époque, qui étaient à l'époque au cabinet. Et puis petit à petit, l'idée c'était que moi-même j'arrive à faire rentrer des dossiers et à ramener des clients, etc. Donc c'est comment je m'y suis prise. J'ai pas mal rédigé d'articles, j'ai essayé de participer à des colloques, des cocktails, voilà, tout type d'événements qui permettaient de rencontrer des gens. Et petit à petit, à force de semer des cailloux, il y a des personnes qui rappellent. J'ai eu pas mal, et ça c'est un conseil que m'avait donné un des avocats quand je suis partie de chez Linkletter, ce qui était de vraiment pas négliger le réseau avocat et qui est fait. C'est vraiment trouver un très bon conseil, parce qu'en étant en droit public, on a beaucoup de dossiers qui sont renvoyés par des confrères. Donc il y a finalement pas mal de cabinets qui n'ont pas de pratique en droit public sur la place, et donc ils m'ont renvoyé des dossiers. Donc c'est comme ça qu'on a au fur et à mesure réussi à bâtir une offre droit public un peu plus complète au sein du cabinet. Toujours secteur énergie. Donc vous avez évoqué l'énergie, les télécommunications. Dans ces secteurs, mais pas seulement. On intervient effectivement, le cabinet et notamment en droit public, on intervient beaucoup dans les secteurs de l'énergie, des transports, à la fois aériens, ferroviaires, un peu maritimes aussi, et des communications électroniques. Mais pas que. Ça peut être tout type de secteur. On intervient beaucoup dans le droit de la santé. Que ce soit pour des laboratoires pharmaceutiques, pour des établissements thermaux. Il y a vraiment... on se restreint pas à tel ou tel secteur, mais il se trouve qu'on a une grosse pratique dans ces secteurs-là, effectivement. Oui. Et donc vous, quand vous vous êtes lancé dans une dynamique de développement, vous avez évoqué les cocktails, les conférences, les colloques, les publications. Vous avez dirigé ça dans un secteur en particulier, ou vous avez vu les choses plus larges? Comment est-ce que vous avez un peu choisi vos initiatives de développement? Il y a certaines initiatives qui étaient guidées par certains axes que j'entendais développer, par exemple le droit des aides d'État, par exemple les investissements étrangers, et il y en a d'autres qui étaient question d'opportunité, telle ou telle actualité en droit public qui fait qu'on va rebondir dessus. Donc il y en a certaines qui sont vraiment des fils directeurs sur lesquels on investit depuis longtemps, parce que c'est des sujets qui nous intéressent, et surtout sur lesquels on considère qu'on a une vraie expertise et qu'on souhaite pousser, et puis d'autres sur lesquels on va plutôt rebondir au cas par cas, parce que il y a une actualité qui se présente ou on pense que ça peut intéresser tel ou tel client. Vous m'entendez, parce que l'image est totalement figée? Je vous entends très très bien. Ouais, je d'accord. vous entends très bien. Je suis désolée si vous avez une image figée. Moi, je vous vois bien aussi. Ok, non, c'est vous votre image est figée, c'est pour ça que je me demandais. Tant pis. Et vous, je regarde si je peux enlever l'image, parce que c'est peut-être désagréable d'avoir une image figée, mais j'ai pas l'impression. Ah si, ici. Tant pis, vous allez faire sans mon visage. Et vous avez mis du temps avant de voir des résultats, justement, à ces dynamiques de développement? Finalement, ça a été assez rapide. Par contre, ce qui est toujours assez étonnant, c'est que j'ai très rapidement eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont confié des dossiers parce que j'avais fait telle et telle initiative. Ce que je trouve toujours surprenant, c'est que certaines personnes vont nous appeler 3 ans après en disant « Ah oui, j'avais vu que vous aviez fait ça. Je vous avais vu à telle occasion », et se souviennent de nous. Enfin, c'est pour ça que je dis semer des petits cailloux. C'est vraiment ça, c'est que il y a des c'est parce que j'ai fait quelque chose que les personnes vont penser à moi, mais ça peut prendre beaucoup de temps parfois, quoi. Donc c'est
si c'est pas automatique, enfin, il faut pas baisser les bras pour toutes les personnes qui souhaitent faire ça. Il faut pas baisser les bras parce qu'on nous rappelle pas dans l'immédiat, parce que vraiment, en tout cas, de mon expérience, ça peut vraiment prendre du temps et il y a souvent un retour parfois tardif, mais qui est lié à quand même une action qu'on avait faite à un moment donné. Ouais, bah c'est aussi c'est un retour d'expérience assez partagé et c'est aussi exactement ce que disait Sonia Cissé qui fait du droit des nouvelles technologies chez Linklaters justement et qui dit c'est vrai que je suis toujours assez surprise parce que parfois il y a un client qui arrive et puis en fait c'est parce qu'il m'avait vu à une conférence ou à une table ronde il y a plusieurs années et moi-même j'ai oublié cette conférence mais manifestement lui non, donc c'est un petit et peu c'est tout à fait ça, effectivement. Il y a parfois on me dit oui, je vous avais vu à tel, je sais vraiment aucune idée, mais bon, tant mieux, la personne avait retenu mon nom, tant mieux, mais voilà. Ouais. Et au-delà de au-delà du côté un petit peu queue de comète de certaines demandes, de certaines sollicitations, vous, vraiment un frémissement où vous avez senti que la mayonnaise, entre guillemets, prenait avec ces initiatives, vous diriez que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin... Je dirais, il y a quand même, je dirais au moins 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il y a quand même toute une période d'adaptation. Il y a une énorme période d'adaptation. Finalement, mon début d'exercice en tant qu'avocat, c'était dans une structure, une grosse structure. Donc j'ai été, et puis mes stages avant ça, d'ailleurs mes derniers stages avant ça, c'était pareil, c'était des grosses structures avec des énormes services support. Une façon de travailler particulière. Et là, je rejoignais une boutique d'une dizaine d'avocats, très entrepreneuriale. Donc, rien qu'en fait, sur l'adaptation à la structure, au mode de fonctionnement de la structure, ça demande beaucoup de temps. Et ensuite, après, pluguer sur ça, le fait de créer, d'arriver à structurer une offre en droit public, d'avoir des clients, de commencer à voir que certains d'entre eux sont fidèles, nous continuent de nous confier des dossiers, etc. Oui, ça prend au moins 2 ans, oui. Et justement, vous parlez du changement de culture, de passer on va dire, d'une grosse machine comme Linklaters à une petite structure d'une dizaine d'avocats, une boutique d'une dizaine d'avocats beaucoup plus agile et beaucoup plus entrepreneuriale. Qu'est-ce qui a été, je sais pas, le plus marquant pour vous dans ce changement de culture? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce changement de culture? Beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que tout est possible, tout est facile, il suffit de décider pour le faire. Donc sur la prise de décision, j'ai envie de dire, c'est très facile. On a très peu de conflits d'intérêts finalement parce qu'on est peu d'avocats, donc faire rentrer un nouveau client, c'est en général assez simple. On peut proposer plein d'initiatives qui, en général, si on veut les mettre en œuvre, il suffit de le vouloir et ça se fait. Donc ça, c'était très positif. Ce qui m'a demandé, mais bon, après, c'est parce que j'avais été biberonnée à ça, mais ce que j'ai trouvé un peu difficile au départ et que j'avais pas du tout mesuré, alors de manière très bête, mais c'est toute la facilité de travail que je pouvais avoir dans une structure comme Linklaters, parce qu'on avait un énorme service support que je n'avais plus du jour au lendemain, donc c'était quelque chose de très bête, mais et surtout aujourd'hui, j'ai l'impression que je parle il y a des temps très anciens, parce que par exemple, quand je faisais des audits, il y avait des personnes des assistantes ou un service de reprographie qui s'occupait de nous imprimer la documentation, nous faire des classeurs tout bien ordonnés, etc., pour qu'on n'ait plus qu'à revoir. Là, quand je fais des audits, si je veux des impressions, c'était à moi de les faire. Et ça, j'avais pas mesuré. C'est rien du tout, mais c'est vrai que ça demande juste de l'intégrer dans son temps de travail, que ça prend du temps de faire ça aussi. Et donc, c'est des ajustements sur sa façon de travailler. Et puis, du coup, aujourd'hui, ça me paraît très ancien parce qu'aujourd'hui, on fait plus du tout d'impression avec justement la période Covid qu'on a connue. Donc, voilà. Donc, finalement, on peut tout à fait s'adapter. Mais c'est ce genre de choses qui m'a demandé, au niveau de la structure, ne plus avoir tout le support dont je pouvais bénéficier avant. Et finalement, on vit très bien sans, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste ça demande des ajustements au départ. Non, mais
Enfin, au contraire, je pense que c'est honnête de le dire que effectivement, une des raisons pour lesquelles c'est pas la même chose d'exercer dans une grosse structure que dans une petite, c'est effectivement cette espèce de confort par toutes les petites abeilles qui viennent faciliter notre travail. Moi, je me souviens quand j'étais stagiaire chez Clifford Chance, il y avait effectivement ce service je sais pas si c'était pas la reprographie, c'était un service de mise en page des documents. Donc en fait, tous les documents passaient par eux avec des spécialistes de Word qui savaient tout bien mettre en forme pour s'assurer que la numérotation est toujours impeccable, que les alignements, je sais pas quoi, etc., etc. Et enfin, c'est bête, mais du coup, quand il y a un moment où on se prend la tête parce que il y a un changement de numérotation ou une espèce de truc sur lequel on peut passer un temps fou en plus à s'énerver tout seul devant son ordinateur parce qu'on n'arrive pas à faire la tabulation comme on le souhaite. Et en fait, là, il suffisait juste de l'envoyer et globalement, c'était géré. C'est pareil pour les présentations, tout ce qui était PowerPoint, etc., pour les formations ou les choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est bête, mais ça met quand même beaucoup d'huile dans les rouages. Tout à fait. Mais c'est tout ça. Alors, du coup, effectivement, il y a ces questions de mise en page, de service IT, de pas avoir de service intégré au cabinet en IT. Donc, si on a un problème, il y a personne. Il y a personne sur place. Alors qu'effectivement, avant, il suffisait d'aller dans un bureau, de taper, d'aller pleurer. Le problème se résolvait très rapidement. Qui est marketing, faire les submissions par exemple pour Chambers, Legal 500, etc. Mais il y avait des personnes qui s'en occupaient et on les aidait évidemment, mais du coup on y passait assez peu de temps. Là, tout est à faire soi-même. Bon, c'est rien de dramatique et ça fait partie du métier. C'est simplement que quand on n'a pas été habitué à le faire d'entrée de jeu, devoir l'intégrer dans son emploi du temps, voilà, ça demande un ajustement. Après, je suis très contente de le faire aujourd'hui. Il y a pas de sujet, mais c'est vrai que la transition donc demande un petit temps d'adaptation parce que c'est pas du tout des choses que j'avais visualisées en me disant je pars de chez Linkletters pour rejoindre Magenta. Je pense que je voyais très bien tout ce qui était entrepreneurial, beaucoup plus léger. On va aller chercher des clients, on va faire ci, on va faire ça, mais j'avais pas pensé aux aspects administratifs qui seraient plus lourds. Voilà. Mais bon. Maintenant, c'est tout à fait dans la routine et dans ma routine aujourd'hui, quoi. Et vous évoquez justement que, en revanche, l'aspect plus entrepreneurial, le fait d'aller chercher des clients, cet aspect de démarchage, pour vous, c'était intégré et vous l'évoquez comme quelque chose de léger et vous l'évoquez avec une certaine forme d'enthousiasme. Donc, c'est quelque chose que vous appeliez de vos vœux et qui était plutôt c'était quelque chose qui vous réjouissait plus que ça vous faisait peur. Enfin, comment vous vous sentiez par rapport à ça? Non, j'étais excitée par cette idée, cette perspective. Peur, c'est pas une peur, mais c'est sûr que je suis partie de chez Linkletters et arrivée chez Magenta les mains dans les poches. C'est-à-dire que je n'avais pas de clients à apporter au cabinet. Et mon objectif, c'était quand même de structurer une pratique et d'avoir des clients. Donc, c'était quand même effectivement un peu un saut dans le vide, une prise de risque. Parce qu'il fallait à terme générer du chiffre et pour générer du chiffre, il faut des clients et j'en avais pas en partant de chez Linkletters. Donc, j'étais excitée par cette idée. J'étais excitée par l'idée de gérer une relation client. Chez Linkletters, je le faisais de manière très indirecte ou très ponctuelle. De devoir faire une proposition commerciale, de devoir l'ajuster le cas échéant, de devoir produire un délivrable, de stresser soi-même sur la qualité, s'assurer que ça va bien répondre aux attentes du client parce que finalement quand on est collaborateur dans une équipe, dans une plus grosse structure, évidemment qu'on est engagé et qu'on donne le meilleur de soi-même, mais derrière si ça se passe mal, c'est pas Fanny Mahler qu'on allait aller chercher, c'était Paul Lignières, donc on est quand même moins en risque, on n'est pas en risque en premier plan quoi, et
j'étais assez excitée par ça. Alors évidemment, j'ai eu des terreurs absolues par moment parce que, évidemment, les questions qu'on nous pose, on ne sait pas y répondre parce que, enfin, plein de choses, mais c'était ce que je voulais et j'étais contente d'avoir fait d'avoir pris cette décision et de m'y être confrontée. Je vous pose cette question parce que comme j'accompagne des avocats dans leur développement de clientèle, j'ai un certain nombre de clients qui sont justement des seniors ou voire des counsels de grosses structures et qui sont dans cette phase où ils s'installent, où ils doivent créer un business à apporter à leur cabinet. Et en fait, ils viennent pas tous avec la même légèreté face à ça. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui il y a un côté un peu maintenant je sais que si je veux évoluer, mine de rien, il faut que je m'y colle et donc ils s'y collent, mais on sent que c'est vraiment ils s'y collent quoi, plus qu'autre chose. Et c'est pas ce que j'entends chez vous. Enfin, j'ai l'impression que ce que j'entends, mais arrêtez-moi si ma compréhension est erronée, mais c'est que c'est quelque chose dont vous aviez envie et que vous vous êtes prise au jeu et que ça vous a plutôt plu comme démarche et comme dynamique. Oui, et alors après, c'est peut-être aussi des questions de rencontre ou de, je sais pas, mais ça s'est, je pense, toujours bien passé au final. Enfin, j'ai pas eu d'expériences malheureuses, ou alors si elles ont été malheureuses, elles n'ont pas dû être tant que ça parce que ça m'a pas traumatisée. Et donc je pense que voilà, enfin c'est sans doute aussi pour ça. Là, bon, ça fait quand même quelques années que je suis partie de chez Linklaters et donc c'est peut-être avec le recul plus facile de parler comme ça. Et si je me repositionne au moment même où je suis arrivée chez Magenta, j'étais peut-être un peu moins sereine, mais quand même non, j'étais assez volontaire dans la démarche parce que je me disais en fait je vois pas pourquoi j'y arriverais. Enfin, je voyais pas pourquoi je n'y arriverais pas en fait. Parce que j'en avais envie, parce que je savais que je pouvais travailler dur, s'il fallait, enfin, que j'avais la capacité en tout cas de travailler le volume horaire qu'il fallait pour le faire, que j'étais a priori pas plus bête qu'un autre. Enfin voilà, donc je sais pas, j'ai réussi à me rassurer à ces moments-là pour me dire que il y avait pas de raison de pas y arriver. Et finalement, j'ai eu des bonnes expériences qui m'ont encouragée et je pense qu'on gagne en confiance aussi au fur et à mesure. C'est sûr que une fois qu'on a sécurisé 1, 2, 3 clients, dossiers qui sont bien passés, que certains clients reviennent, enfin déjà nous disent qu'ils sont contents, puis reviennent. Voilà, évidemment, ça rassure aussi. Vous vous souvenez de votre premier client? À vous? Enfin, à vous et au cabinet, bien sûr, Magenta, mais en tout cas, le premier client qui est venu pour vous. Je saurais même plus dire en réalité. Vous en avez eu tellement d'émotions que vous avez fait un blackout. Tout le monde, ça s'est tellement bousculé. J'aurais dû faire une liste parce que je sais plus. Non, si, je pense que dans les premiers, enfin en tout cas dans les premiers importants qui sont venus me voir, il y a une compagnie aérienne et là je me souviens que j'étais très flippée. Pourquoi vous étiez flippée? Parce que c'était un gros client institutionnel, voilà, et que je me sentais un peu toute petite à côté face à ça. Et puis c'était, il y avait un gros enjeu pour eux, etc. Donc oui, là, donc ça, oui, ça, c'est un des premiers. En tout cas, je sais que ça m'a marqué parce que j'étais particulièrement stressée pour leurs questions, avec lesquelles ça s'est très bien passé. Et qui ont continué à me confier des dossiers, voilà, donc c'est, je pense, une bonne marque de confiance. Non, après, je pense que les tout premiers dossiers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des confrères qui me les ont adressés, et j'intervenais, je pense que vraiment les deux tout premiers, ça devait être via des confrères qui me faisaient intervenir sur des transactions, sur des opérations corporate sur lesquelles il y avait des aspects droit public et qui savaient pas gérer le droit public. Donc c'était moins un client, c'était moins des dossiers que j'avais dans leur globalité. Et donc après, des dossiers que j'ai eu dans leur globalité, c'est notamment cette compagnie aérienne, c'est
Oui, c'est ça, et un gros acteur du thermalisme que je suis toujours avec beaucoup de bonheur parce que du coup, ça fait plusieurs années que je les suis et que je connais tout leur business et c'est hyper satisfaisant en fait d'arriver à développer des relations privilégiées avec certains clients et vraiment de les accompagner sur toutes leurs opérations stratégiques, de comprendre et justement au fur et à mesure de comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, de pouvoir parfois même devancer leurs attentes parce qu'on a compris quels étaient leurs intérêts. Enfin, on rentre dans une forme d'empathie avec eux, de compréhension de leur business et c'est très satisfaisant. Moi, je suis très curieuse de savoir les enjeux en droit public d'un acteur du thermalisme. C'est quoi les questions qui se posent qu'est-ce qui fait qu'il y a du droit public? Enfin, si c'est possible d'en parler sans mettre en question la confidentialité des dossiers, bien sûr. Mais là, c'est de la curiosité pure de juriste et des questions qui se posent, quoi. Mais déjà, il faut savoir que le thermalisme en France, c'est un secteur d'activité. Alors, enfin, on a d'énormes réserves thermales en France. On a beaucoup de sources thermales en France, ce qui n'est pas le cas de tous les États dans le monde. Et avec des structures qui sont, des établissements qui sont pour la plupart vieillissants. Beaucoup qui historiquement appartenaient à des personnes publiques parce que ce sont des communes qui avaient des forages d'eau thermale et qui avaient développé des établissements. Donc je sais pas, vous voyez bien dans les vieilles stations. Avesnes, La Roche-Posay, ce genre de choses. Exactement. Vichy. La Roche-Posay qui est pas très loin de ma ville d'origine, Poitiers, donc. D'accord. Effectivement, il y a pas mal de sources dans cette région, vers Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest, un peu dans l'est aussi. Et donc, il y a pas mal les acteurs du thermalisme en France, pour les aspects droit public, j'entends, mais beaucoup se positionnent pour reprendre des stations et faire des investissements sous des schémas publics, donc souvent sous des schémas concessifs. Donc il y a ces aspects-là, il y a aussi tous les aspects qui sont liés vraiment au caractère réglementaire. Il faut avoir certaines autorisations pour pouvoir exploiter des termes, donc ça pose certains sujets, certaines questions. Et puis là dernièrement avec le Covid, il y a eu pas mal de sujets avec la fermeture des établissements thermaux liés au Covid. Donc ça c'était très circonstancié. Mais donc les principaux enjeux de droit public, c'est arriver à accompagner des clients sur l'obtention, la conclusion et l'exécution de contrats de service public sur ces termes. Je pensais pas du tout que c'était des contrats de service public. Je pensais que c'était des opérateurs entièrement privés. En fait, moi, il y en a beaucoup. Pour une partie de leur activité, c'est privé parce qu'ils sont eux-mêmes propriétaires des forages, des sources. Donc c'est entièrement privé pour une partie, mais il y a une énorme partie qui est finalement qui rentre dans le giron public parce que ce sont des communes qui sont propriétaires des établissements et qui simplement n'ont plus d'argent et ce sont des établissements croulants qui ont cruellement besoin d'investissement. Vous vous attendiez à être contacté par un acteur du thermalisme? Non, pas du tout. Mais il se trouve que c'était finalement assez c'était le hasard, mais un dernier dossier que j'avais fait quand j'étais justement chez Linkletters était dans ce secteur-là, et donc j'avais commencé à m'y intéresser à cette occasion. Et donc quand cette personne ce client est venu, il se trouve que du coup j'y connaissais un peu quelque chose parce que je venais de travailler sur le sujet, donc je pense que ça leur a permis de voir que je connaissais pas tout leur sujet évidemment, mais en tout cas j'avais une première couche de vernis qui permettait de soutenir. Vous aviez de quoi bluffer un petit peu. Et voilà. Génial. Non, mais c'est vrai que c'est amusant ces concours de circonstances. Enfin, ces secteurs inattendus qui viennent à nous. Enfin, Oui. Ouais. D'accord. Donc et donc vous dites que vous êtes bien prise au jeu et que cet aspect aussi de gérer la relation du client, de tout faire à 360 degrés, ça vous a bien plu. Est-ce qu'il y a des gros enseignements en termes de gestion de clients, justement, de comment vous gérez la relation au global que vous avez appris en fait au fur et à mesure de votre expérience en développement?
Ouais, alors des bonnes pratiques. Ouais, après je pense que c'est, Propre à chacun. Voilà, c'est propre à chacun, mais de manière générale, je suis surprise des relations que j'ai réussi à créer avec les clients, qui sont des relations très intuitives. Enfin, on parle de l'intuitu personnel, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment des relations proches qui se sont mises en place. Et qui, où on s'apprécie, quoi. Donc c'est un plaisir de travailler ensemble avec beaucoup de mes clients. Il y a vraiment un fort aspect humain. Et sur la relation, sur la gestion des clients, oui, j'ai tout appris. C'est-à-dire que chez Linklaters, dans mes débuts, quand je participais à une proposition de service ou à établir une facturation, j'intervenais en petite main, je faisais un premier projet. Là, c'est vraiment, il faut réfléchir à pourquoi le client va choisir de travailler avec Fanny Mahler chez Magenta plutôt qu'avec son confrère dans un autre cabinet, comment arrive à positionner le montant des honoraires, le volume qu'on va le volume horaire qu'on va y passer, qu'est-ce qu'on va proposer au client comme des livrables, est-ce que ça va vraiment lui être utile, est-ce que la façon de faire. Donc il y a tout ça qui demande un vrai travail de réflexion qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand un client nous approche, il faut avant de commencer à travailler sur un dossier, finalement, il y a déjà beaucoup de temps qui est consacré à qu'est-ce qu'on va lui proposer, selon quelle formule, etc. Tout ça pareil, je l'avais pas tellement anticipé. Bon, voilà, ça s'apprend. Et puis, on fait de mieux en mieux avec le temps. On arrive à mieux calibrer ces services. Et puis, pareil sur la facturation, sur le fait d'être transparent sur le temps qu'on y passe. C'est vraiment quelque chose qu'on observe, c'est que la communication et la transparence vis-à-vis des clients est clé. Donc les tenir informés de là où on en est sur la gestion des honoraires, c'est quelque chose qui est archi demandé. Qu'on met en place. Mais tout ça se fait naturellement en fait, petit à petit. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on choisit Fanny Mahler de Magenta plutôt que quelqu'un d'autre ? Ah, c'est une excellente question. Il faudrait que je fasse un petit sondage auprès des clients. Non, mais je pense que, alors à chaque fois donc soit ils m'ont vu quelque part où ils ont lu quelque chose que j'aurais écrit, où ils ont été recommandés, mais je pense que au final, c'est ce que je disais, c'est vraiment la relation humaine qui joue. Évidemment, je remets les choses dans l'ordre, parce que le service qu'on leur procure, qu'on leur fournit, les satisfait. Évidemment, si on travaillait mal, évidemment, ils seraient pas là. Non, je pense que pourquoi ? Parce que y a une vraie expertise sur les sujets qui les concernent, qu'on est disponible en énorme disponibilité. C'est-à-dire que ça aussi, je sais qu'en tout cas, on m'a beaucoup posé la question quand je suis partie de chez Linklaters en me disant tu dois moins travailler, c'est une plus petite structure, ça doit être plus cool. C'est pas du tout le cas. Je considère que je travaille beaucoup plus aujourd'hui que j'ai pu travailler chez Linklaters. C'est des journées qui sont hyper compactes. J'ai jamais une minute à moi, alors que chez Linklaters c'était un rythme un peu plus transactionnel avec beaucoup plus de vagues dans l'année, de coups de bourre, mais aussi de périodes un peu plus avec un peu plus de relâchement. Et donc là, aujourd'hui, pourquoi Fanny Mahler ? C'est parce que notamment grande disponibilité et qui est liée au caractère entrepreneurial. C'est-à-dire que si on veut, on n'a pas des clients qui arrivent via un réseau, via d'autres bureaux à l'étranger, via des panels. On a des clients qui sont vraiment attachés à notre personne et il faut pouvoir les fidéliser, et ça passe notamment par le fait qu'on est disponible. Donc c'est un des critères. Et c'est quoi pour vous être disponible ? C'est avoir un email et un numéro de téléphone qui sont auxquels on répond très rapidement. Donc c'est pas à toute heure du jour et de la nuit, mais c'est très rapidement, et en tout cas on laisse jamais un client dans le vague. De suite on lui répond si on peut pas lui répondre tout de suite, c'est qu'on le rappelle dès que possible. C'est que on aura toujours les ressources pour pouvoir adresser sa demande au plus vite. C'est une question hyper intéressante.
quand j'ai fait mon master exécutif RH à Sciences Po, j'ai travaillé sur une notion RH, enfin une notion en sciences humaines qui s'appelle le contrat psychologique. Et c'est le contrat qu'un employé a, le contrat tacite qu'un employé a avec sa structure quant à ses obligations envers la structure et réciproquement quant aux obligations de la structure envers lui. Et j'ai mené l'enquête auprès d'un certain nombre d'avocats d'un grand cabinet à Paris, entre 3 et 7 ans d'expérience. Et donc, je les questionnais notamment sur les obligations qu'ils pensaient avoir envers leur cabinet. Et tous ont dit qu'ils devaient être disponibles. Et donc, individuellement, je les ai questionnés. J'aurais dit, mais c'est quoi pour vous être disponible? Et j'essayais au maximum de leur faire matérialiser ça, c'est-à-dire à partir de quelle heure vous dites c'est à partir c'est pas à toute heure du jour et la nuit, mais on les laisse pas. Et donc j'essayais à chaque fois de leur dire, mais du coup, à partir de quelle heure est-ce que pour vous la réponse elle doit être plutôt dans l'heure que dans la demi-journée, et à partir de quelle heure le soir vous estimez que ça peut attendre le lendemain, et est-ce que oui ou non le week-end. Et en fait, figurez-vous que les retours étaient très disparates en fait. Le sentiment subjectif du périmètre de la disponibilité était pas du tout homogène. Et c'était très intéressant de constater ça, alors qu'on était sur une seule et même structure. Donc c'est une grosse structure et on sait tous que ça dépend beaucoup des équipes, etc. Mais on est quand même dans une culture homogène. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous cuisine un peu sur la disponibilité, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir, vous, en fait, parce que du coup, votre obligation psychologique maintenant, elle est aussi envers votre cabinet, mais elle est surtout envers la clientèle que vous développez et vos clients. Et donc, je suis curieuse de savoir, en fait, à partir, par exemple, de quelle heure le soir vous estimez que vous fermez votre ordinateur et que vous n'avez pas besoin de regarder vos mails toutes les 2 secondes au cas où il faille répondre à une sollicitation. Quelle est votre notion de la disponibilité le week-end? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis assez curieuse. Alors, je suis pas, mais c'est très intéressant là, ce que vous dites, et je connaissais pas ce concept en RH. Je suis pas attachée à mon téléphone, mais aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. J'essaie d'ailleurs même d'essayer de m'en détacher, parce que je trouve qu'on a tous tendance à y passer beaucoup trop de temps. Mais bon, ceci dit, j'ai donc effectivement, je peux, si je le souhaite, consulter mes emails à toute heure du jour et de la nuit. En tout cas, j'ai la possibilité matérielle de le faire avec un BlackBerry ou mon ordinateur. Si j'ai pas un dossier soit on a un dossier urgent, on sait que ça va bouger. Évidemment, là, j'ai mon téléphone pour pouvoir consulter mes emails. Par contre, s'il y a rien d'urgent et que c'est par hasard qu'on m'envoie un message à 23h, j'assure pas de pouvoir répondre dans les 10 minutes. Par contre, le lendemain matin, quand je suis en route pour le cabinet, que je commence à revoir mes emails, dès que je vois un email, je vais dire merci beaucoup, c'est bien reçu. Soit il y a une demande avec une indication du moment, du délai, soit c'est moi qui vais poser la question en disant pourquoi vous en avez besoin, et je fais en sorte que soit d'anticiper le délai en question, soit de m'assurer que je pourrai bien répondre dans le délai qui sera demandé par le client, et de toujours en tout cas répondre au plus vite. Alors parfois on est coincé en colle, parfois on peut pas toujours réagir, on n'est pas des machines, mais en tout cas il y a une vraie volonté de pas laisser les clients en l'air, quoi, et qui sachent qu'on est là, qu'on est disponible, et que on fera le maximum pour répondre à leurs attentes. Et c'est ça qui est toujours un peu acrobatique, parce que on a beaucoup de clients. En fait, une des différences que je, en tout cas pour moi, notable par rapport à une structure telle que Linkletter, c'est que on a un nombre de clients et de dossiers ouverts à un même moment qui est vraiment supérieur à celui que je pouvais connaître précédemment. Et donc c'est une vraie gymnastique, parce que on a des demandes qui arrivent en même temps de plein de clients pour qui c'est urgent en même temps, et donc il faut arriver justement à organiser tout ça, à être disponible
pour tout le monde de la même manière. Enfin, il y a pas, enfin voilà, et offrir le même niveau de service à tout le monde. Et donc c'est parfois sportif. Vous avez l'impression que chez Linklater, c'était plus séquentiel, c'est-à-dire une grosse période de travail sur tel audit, tel dossier, telle consultation, et puis ensuite on ferme un peu la boîte, elle est derrière nous, et c'est une nouvelle boîte qui s'ouvre. Exactement, et puis surtout, il y avait moins de clients parce que les dossiers étaient beaucoup plus gros. Donc à un même moment, on avait rarement, une même personne avait rarement 10-15 dossiers actifs. Là, c'est beaucoup plus le cas parce qu'on a des dossiers plus petits. On a aussi beaucoup de contentieux, donc qui reviennent cycliquement, mais qui sont toujours là en fond, en plus des dossiers de conseil. Donc, on a beaucoup plus de, je considère aujourd'hui avoir beaucoup plus de demandes à traiter que ceux que j'ai pu connaître par le passé, oui. Et vous disiez aussi tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, vous évoquiez le fait que il y a la question, donc dans cette démarche entre guillemets de développement, il y a la question de la proposition, et vous avez évoqué la réflexion sur, par rapport à la demande, quel sera le livrable adéquat. Et voilà, ça a attisé ma curiosité. Je voulais savoir ce que vous entendiez par là et comment, parmi les différents formats, comment vous réfléchissez entre guillemets le format du livrable. Ouais, alors c'est effectivement, c'est encore peut-être une différence, parce qu'on joue un peu au jeu des différences depuis tout à l'heure ou des points communs, mais la clientèle du cabinet, enfin ma clientèle notamment, on peut avoir en interlocuteur des directions juridiques, mais pas tout le temps. On peut aussi avoir des opérationnels qui sont du coup des interlocuteurs beaucoup moins sophistiqués d'un point de vue juridique parce que c'est pas leur métier, et donc ils vont se poser des questions très terre à terre, une question très pratique à laquelle il va falloir répondre de manière très pratique. Précédemment, mes interlocuteurs c'était toujours des directions juridiques. On était contre-juristes, donc on sait se parler. On était sur des formats de documents très standardisés. Je vais pas faire un audit. On fait toujours, c'est un audit. On se retourne pas 15 fois le cerveau pour savoir à quoi va ressembler un audit. C'est toujours la même chose. Là, j'ai beaucoup plus des demandes, en tout cas en conseil, très opérationnel, un vrai problème opérationnel qui se pose. Il faut arriver à le résoudre. Et du coup, à chaque fois, je vais me poser la question, qu'est-ce que mon interlocuteur va souhaiter avoir comme délivrable, c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin d'un email, est-ce qu'il a besoin d'un mémo, quel va être le ton de cet email ou de ce mémo, est-ce qu'il faut qu'il y ait des tartines de jurisprudence parce que c'est ce qu'il veut acheter, c'est ce qui l'intéresse, ou alors pas du tout, lui il veut 3 bullet points avec la synthèse. Et donc j'ai beaucoup plus cette gymnastique à faire aussi aujourd'hui parce que j'ai une typologie de clients, d'interlocuteurs très différents. Et vous avez la sensation que, donc vous faites la démarche de vous poser la question, mais est-ce que vous avez aussi la sensation que vos interlocuteurs arrivent à verbaliser leurs besoins et leur envie en termes de livrables? Alors, pas toujours, mais justement, ça fait partie du travail préparatoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend souvent beaucoup de temps quand on réalise une proposition d'assistante. Alors, soit des personnes savent ce qu'elles veulent, et c'est très bien, et on fait en sorte de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'elles voulaient, et puis après on y répond. Soit elles savent pas ce qu'elles veulent exactement, et donc nous on leur propose, on leur dit, nous on pense que vu la problématique que vous nous soumettez, une bonne façon d'y répondre qui vous aiderait à vous, ça serait de procéder comme ci comme ça. Et on leur soumet, on leur pose la question, et puis et elles nous disent oui, ou alors non, pas du tout. Enfin voilà, et on ajuste, mais ils savent justement pas toujours. C'est pour ça que ça fait partie du travail d'arriver à les orienter et puis à voir si ça répond ou pas à leurs attentes. C'est amusant. Je suis en train de créer une deuxième société et donc c'est posé une question de propriété intellectuelle. Donc on a saisi une avocate pour qu'elle nous fasse une recherche d'antériorité et puis qu'elle nous conseille sur le sujet. Et elle nous a rendu sa consultation donc dans un document en pièce jointe
très joli, mais avec je sais pas combien de pages. Et moi, j'ai scrollé, je suis allée à la dernière page. Ouais. Et je me suis juste contentée de lire globalement que le truc qu'on avait choisi, elle nous le déconseillait vivement pour plusieurs raisons. Et j'ai très rapidement regardé les conflits d'antériorité pour voir un peu ce que j'en pensais, mais j'ai pas du tout regardé ensuite tout le reste qui, j'imagine, je peux même pas vous dire ce qu'elle a écrit parce qu'en fait, j'en ai vraiment rien à faire. J'imagine que c'était tout le champ qu'elle a couvert et tout. Après, je comprends qu'il y a aussi la question de la protection de sa responsabilité sur le fait qu'elle doit quand même indiquer ce qu'elle a regardé, ce qu'elle a couvert, etc., etc. Mais et en fait, je me suis fait 2 remarques. Je me suis fait la remarque que la dernière page pour moi aurait dû être la première, et 2 que je me serais vraiment contentée d'un email. Mais ça, je pense que c'est très personnel aussi. Et une de mes associées une de mes futures associées, parce qu'on n'a pas encore signé le pacte et les statuts, mais et avocate, et elle est avocate depuis 10 ans, et c'est plutôt elle qui gère les sujets, qui pilote les différents avocats qu'on missionne sur le dossier, sur notre projet, et peut-être que elle a beaucoup plus pris le temps d'aller lire dans le détail la consultation, et c'est vrai que moi maintenant j'en ai vraiment rien à faire. Je veux juste qu'on me dise si c'est oui ou si c'est non, et si c'est non, comment ça peut devenir un oui. Mais voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Effectivement, d'anticiper, d'essayer de comprendre avant de se lancer, parce que il y a toujours, en droit, si on veut, on peut en faire des tartines. Il y en a que ça passionne. Donc, si on veut, on peut. Mais c'est simplement que derrière, il y a une question de pertinence. Si la personne en face n'en a rien à faire, ça sert peut-être pas à grand-chose de passer autant de temps. Et puis derrière, il y a des questions de temps et d'honoraires, tout simplement. C'est aussi très pragmatique, très mathématique. Donc, il faut arriver à bien calibrer effectivement le livrable par rapport à ce que souhaite le client. Et nos clients ne savent pas toujours ce qui leur sera utile. Donc, il y a une première réflexion effectivement avant de commencer à travailler sur ce qu'on vous propose de faire. Est-ce que ça correspond ou pas? Et voilà, c'est en général une étape préalable. Et j'ai une autre question qui est que vous avez expliqué que chez Linklaters, votre début de carrière, stage et puis ensuite Linklaters compris, finalement vous faisiez essentiellement du conseil, et qu'en intégrant Magenta, outre cette dimension entrepreneuriale et de développement que vous avez mise en œuvre, il y avait aussi finalement le fait de développer une activité contentieuse. Et donc, j'étais curieuse de savoir finalement 7 ans et demi d'années d'expérience plus tard, le fait de développer une activité contentieuse, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé? Parce que c'est presque, c'est quand même pas la même démarche. Il y a aussi la question de la procédure qui vient s'ajouter. Déjà, c'est pas la même démarche intellectuelle, comme vous l'avez très bien souligné en faisant référence à cette expérience au sein de l'équipe de contentieux commercial et pénal chez Linklaters. Et puis, en plus, il y a la nouvelle compétence dure qui est celle de la procédure administrative. Et donc, je suis assez curieuse de savoir, finalement, c'est presque pas une reconversion, parce que vous n'avez pas abandonné ce que vous faisiez, mais une nouvelle compétence développée au bout de 7 ans et demi de carrière. Donc, je suis curieuse d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Et je vous pose cette question parce que moi qui échange avec beaucoup d'avocats, ils ont des appréhensions et des réticences au fait. Ils ont toujours l'impression qu'au bout d'un moment, ils sont trop vieux pour faire des nouvelles choses, développer des nouvelles matières. Et voilà. Donc, j'étais curieuse d'avoir votre retour d'expérience sur cet élargissement, entre guillemets, de votre activité et le passage du conseil au contentieux, quand bien même c'était dans votre pratique de droit public. Oui, alors effectivement, c'était dans ma pratique, mais donc chez Linklaters, j'avais quand même fait un peu de contentieux, mais très peu. Mais j'en avais un peu fait, donc c'était pas entièrement nouveau. Mais par contre, là où c'était nouveau, c'était que c'était beaucoup plus fréquent. C'était et surtout, comme vous le disiez, il y a tout l'aspect procédure qui est crucial parce que notre responsabilité est engagée sur ces aspects, donc on peut pas se rater. Et donc ça, pour le coup, ça s'accompagne d'un excès de prudence, mais c'est et que j'ai conservé, mais qui m'avait d'ailleurs été enseigné chez Linklaters. Pour le coup, c'est que la procédure, on rigole pas avec, donc je pars toujours du principe que je sais jamais rien, que nécessairement il y a dû avoir une réforme la nuit dernière que je suis pas au courant, donc je vais tout revoir, tout revérifier.
Donc ça prend du temps, ça demande. Je suis pénible avec les stagiaires et collaborateurs qui travaillent sur les dossiers parce que je leur demande 15 fois la même chose, mais bref, on revérifie à chaque fois. Et donc c'est certes un excès de prudence, mais à force, il y a quand même des mécanismes qui se mettent en place. Et surtout, je pense que là où c'était confortable d'arriver chez Magenta pour faire cette transition, c'est qu'ils ont, enfin les associés, les avocats, ont tous cette casquette conseil contentieux et devant toutes les juridictions, y compris les autorités de régulation. Et donc, bon, il y avait quand même toujours une porte à laquelle frapper si besoin, de vérifier un point, de discuter un point. Et notamment parce que je fais aujourd'hui du conseil devant les juridictions administratives, mais également devant les autorités de régulation et aussi parfois devant des juridictions de l'ordre civil, notamment devant le juge commercial sur certains sujets en régulation. Donc là, pour le coup, je n'y connaissais rien, donc je n'hésite pas à reconnaître que voilà, j'ai pas été formée à ça, donc d'y passer beaucoup plus de temps que quelqu'un qui ferait ça tous les jours depuis qu'il a commencé à travailler, et surtout d'appeler à l'aide si besoin, de revérifier avec un confrère pour toujours vraiment être ceinture bretelle sur ces sujets. Et pour le coup, je trouve que je suis vraiment contente d'avoir étendu mon champ d'expertise à ces sujets parce que je trouve que ça nourrit le conseil, c'est-à-dire que je donne plus de la même manière. Enfin, mes conseils se trouvent enrichis par cette pratique parce que je pense à chaque fois au coup d'après, c'est-à-dire et si on est en contentieux, qu'est-ce qui va se passer ? Si mon contrat je l'écris comme ça et qu'on est devant le juge, comment la clause va être interprétée ? Et tout ça, en fait, c'est parce que je fais du contentieux aujourd'hui que j'ai ce recul-là et qui me permet, du coup, par anticipation, lorsque je fais du conseil, de dire attendez, là, on peut pas écrire ça comme ça parce que devant le juge, ça tient pas, ou on sera dans une position trop peu confortable. Et donc, je suis vraiment et ça, je le fais le constat quasiment tous les jours, hein, de faire du contentieux, ça nourrit vraiment le conseil. Mmh. Comment est-ce que vous projetez votre exercice aujourd'hui ? De quoi est-ce que vous avez envie pour les années qui viennent ? De continuer sur cette voie, de continuer à consolider les relations. Enfin, il y a certaines relations avec des clients dont je vous parlais qui sont très régulières et donc arriver à construire là-dessus et puis étendre, continuer dans cette voie et étendre l'activité, arriver à compléter avec encore davantage de régulation parce que c'est un des axes du développement du cabinet sur lesquels on travaille tous, qui est vraiment très épanouissant intellectuellement et donc arriver à davantage faire ça encore sur des sujets qui peuvent être très variés selon les secteurs, mais par exemple en ce moment il y a l'ouverture du transport ferroviaire de voyageurs qui se met en place et donc il y a pas mal de ponts avec le droit public, la régulation, donc ce sont ce type de sujets que nous essayons de développer et sur lesquels je souhaiterais qu'on arrive à davantage muscler nos interventions. Mais clairement, au sein de Magenta, nous avons déjà réussi à structurer une équipe de droit public qui commence à être bien reconnue sur le marché. Donc, c'est continuer et on va arriver à encore plus la renforcer. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre équipe ? Donc quand vous êtes arrivée, vous étiez la seule publiciste, enfin vraiment dédiée au droit public. Aujourd'hui, vous dites que vous avez structuré une équipe. Vous êtes combien dans cette équipe ? Aujourd'hui, donc il y a en plus de moi, il y a 2 collaborateurs. On a une stagiaire et là, on réfléchit à recruter un 3e collaborateur. Voilà. Donc c'est un beau développement d'équipe de taille tout à fait honorable sur le marché et qui fonctionne bien. Félicitations pour tout ça. Quand vous dites des dossiers en régulation, donc c'est du conseil réglementaire sur des projets de droit public, c'est ça ? Enfin des projets avec une dimension droit public. Je suis désolée, je vous entends plus du tout. Allô ? Alors je rapproche. Allô ? Ah oui, là c'est mieux. Vous êtes là ?
Je rapproche mon micro. Je vous disais, quand vous parlez de regulatory, vous êtes donc vraiment sur du conseil réglementaire qui implique du droit public dans les projets, c'est ça? Alors c'est intéressant, oui, mais pas que. C'est beaucoup tout ce qui va être plutôt sur l'accès au réseau et toutes les problématiques qui ressortent après de la compétence des autorités de régulation. Donc effectivement, quand mes premières années, Donc secteur télécom. Oui, par exemple, mais quand on disait régulatory, quand j'ai commencé, effectivement, c'était beaucoup les pratiques, vraiment le droit réglementaire, quel type d'autorisation va s'appliquer à telle activité. Là, c'est vraiment toutes les problématiques qui sont liées à l'existence d'infrastructures essentielles, d'opérateurs historiques qui sont en situation de monopole, d'ouverture à la concurrence et les problématiques du coup d'accès à ces réseaux qui sont tranchées par les autorités de régulation. Donc, que ce soit la Commission de régulation de l'énergie pour l'énergie, l'ART pour les transports, l'autorité de régulation des transports, l'ARCEP pour les communications électroniques. Et donc, ce sont des sujets qui nécessitent une expertise aussi bien en droit de la concurrence, droit public, et donc même très spécifique de droit de la régulation, sur lesquels on intervient très régulièrement et sur lesquels on a vocation à intervenir de plus en plus. Voilà, en tout cas, c'est un des axes de développement du cabinet. Ouais, c'est un bel axe et je suis contente de vous avoir fait préciser ce en quoi ça consiste. Donc merci pour ça. Quelle est votre dernière joie? Alors là, comme ça, je vais pas penser professionnel. Je sais pas si. Ça rentre. Les joies personnelles sont aussi des joies qui sont éligibles en réponse à ma question. Non, mais là, très honnêtement, ma dernière joie, c'était de voir mon fils ce matin. Donc, c'était pas professionnel, mais non, c'est les moments. Enfin, en ce moment, effectivement, que je peux partager avec mon fils. Et est-ce qu'il y a un confrère ou une consoeur dont la pratique vous inspire particulièrement? Il y en a, je pense, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs pour différentes raisons. Je sais pas. Vous voulez des noms Pourquoi pas, si vous en avez en tête, avec plaisir. Ah. Non, mais je pense qu'il y a pas mal d'avocats que j'ai rencontrés. C'est ceux qui m'ont, beaucoup avec lesquels j'ai travaillé pour différentes raisons. Alors il y a toujours des des aspects positifs, des aspects négatifs, mais il y a des avocats qu'on peut quand même admirer pour leur disponibilité, leur bienveillance, leur expertise technique, il y a plein d'aspects. Je sais pas si j'ai envie de dire des noms parce que il y en a plusieurs et du coup j'ai pas envie. Et vous voudriez blesser personne par leur absence. Voilà, c'est ça. Non, mais alors il y en a pour le coup, clairement qui m'ont. On évolue soit parce qu'on se sent inspiré par certaines personnes ou soit parce que justement on se dit par opposition je voudrais surtout pas faire comme un tel ou une telle. Donc il y a vraiment les deux modèles, mais il y a beaucoup de personnes. Donc j'en ai très précisément que j'ai pas voulu, qui avaient des façons de travailler, de voir les choses que je n'ai pas voulu reproduire clairement, et j'espère que j'arrive à ne pas les reproduire. Sans donner de nom, justement, qu'est-ce que vous vouliez ne pas reproduire? Je pense l'indisponibilité, donc les personnes qui n'ont jamais le temps pour rien, qui ne sont pas accessibles, les personnes qui paraissent pas humaines, où on sent pas de prise à une approche humaine, où c'est très robotisé, mécanisé, je sais pas comment dire, mais froid.
Et à contrario, je pense que les personnes qui m'inspirent, c'est des personnes qui arrivent à concilier vie personnelle et professionnelle, qui se prennent pas la tête, qui sont pas moins compétentes et reconnues dans leur secteur. Je pense que j'attache une grande importance à l'aspect humain. Et au fait de pas oublier qu'il s'agit d'un métier, certes qui nécessite la prise en charge souvent d'intérêts importants et de questions stressantes, complexes, etc. Mais ça, c'est un métier et vu le temps qu'on y consacre, j'apprécie quand les personnes sont agréables, humaines, et qu'il y a une notion de plaisir qui arrive à rester attachée aux échanges qu'on peut avoir avec elles, parce que sinon c'est pas très drôle. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Petite parenthèse, c'est une question que vous posez classiquement peut-être. D'accord, parce que du coup je et ça peut être votre robe d'avocat. D'accord, oui. J'ai été un peu prise au défaut. J'étais vraiment en train de me dire, mais je dois vraiment dire ma marque de sous-vêtements. Non, mais c'est ça, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui. Et vu que je suis en robe, vous voyez pas, mais comme je suis en robe, je me suis mis mince, en fait, elle a vu que j'étais en robe et... Pas du tout, je n'oserais pas. Non, sans rire, ce que je porte toujours sous ma robe, c'est un cadeau que j'ai reçu quand je suis partie de chez Linkletters. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je l'ai pas parce qu'il est tombé ce matin et du coup, j'ai remplacé, il faut que j'aille le faire réparer. C'est un collier qu'on m'a offert, un très beau bijou et qui représente une rose des vents. Et donc, c'est un peu une boussole. Et je sais pas, j'ai associé ce cadeau, enfin ce motif, à vraiment une boussole et une trajectoire. Et je me dis que tant que je l'ai sur moi, je peux pas me perdre. Et donc, depuis que je suis partie de chez Linkletters et que mes collègues m'ont offert ça, j'ai toujours ce pendentif accroché à mon cou. Alors, je sais pas s'il y a un signe particulier. Il s'est vraiment décroché littéralement ce matin alors qu'on devait se parler. Donc, pour pas le perdre, heureusement, je l'ai vu, je vais aller le faire réparer. Mais j'ai toujours, ce bijou qui est magnifique et qui m'a été offert par des collègues. Donc, c'est quand même, habituellement, les bijoux, c'est plus la famille, enfin, la sphère privée, voilà. Mais là, j'ai un bijou auquel je suis très attachée et qui, j'ai l'impression, me tient dans la droite ligne. En tout cas, je suis rassurée quand je l'ai sur moi. Donc, c'est ça que j'ai sous ma robe. Je vous souhaite de le faire réparer rapidement, même si je n'y vois pas du tout de mauvais signes. Et surtout, je souhaite qu'il continue à vous conduire dans la bonne direction. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir, merci. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!